Cette vidéo est sponsorisée par Capture One. Comme à son habitude, Capture One sort une toute nouvelle mise à jour de Capture One Pro à la mi-mai. Et d'ailleurs aujourd'hui on est le 16, la version 16.2 sort aujourd'hui. On va ensemble faire le tour des nouveautés pour voir ce qui est intéressant et qui pourra vous aider à faire gagner du temps dans votre flux de travail. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va donc faire le tour des nouveautés de Capture One 16.2. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps que ça, on va passer direct sur mon écran et on va regarder les nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans cette version. La toute première nouveauté qu'il y a, c'est l'outil anti-poussière, peut-être que vous le connaissez, qui a été un petit peu amélioré. Cet outil anti-poussière existait déjà ici dans l'onglet Affiner. On a un petit rond ici sur lequel on clique et ensuite on peut poser à un endroit et on peut l'agrandir pour en fait enlever des tâches qui se trouvent sur le capteur. Si je zoome un petit peu, on va faire avant et après, ça m'enlève effectivement la tâche de mon capteur. C'est très bien, sauf que ça prend du temps, faire ça manuellement, c'est un petit peu pénible, et c'est pourquoi Capture One a décidé de faire un outil anti-poussière basé sur l'intelligence artificielle. Ça va donc balayer votre image, voir un petit peu où est-ce qu'il y a des tâches sur votre capteur, tâches d'huile ou de la poussière. Faites bien attention, quand on parle ici du anti-poussière, on parle de la poussière sur le capteur et pas de la poussière qu'il y a sur le set. Ce que je pensais au début, je me suis fait avoir et j'étais un petit peu déçu, donc vous emballez pas en voyant anti-poussière, ça va vraiment nettoyer le capteur uniquement. Si je clique ici sur nettoyer poussière, ça va prendre quelques instants et vous voyez que la poussière qu'il y avait tout à l'heure ici a disparu. Et si je clique sur le petit rond, je peux voir partout où Capture One a jugé qu'il y avait de la poussière à nettoyer. Autre exemple ici, on a une deuxième photo, donc on a une tâche juste là, on en a là aussi, et si je clique sur nettoyer poussière, encore une fois ça prend 2-3 secondes, vous voyez qu'il y a tout plein de petites poussières qui ont été enlevées par Capture One. Par contre ici il y en avait une qui n'a pas été totalement enlevée. C'est un des cas rares où justement anti-poussière à garder ces petites parenthèse bêta derrière le nom, c'est qu'en fait l'algorithme fonctionne déjà très bien. Je pense que sur toutes les photos que j'ai testées, c'est une des rares où j'ai une poussière qui traîne encore. Sur toutes les autres, ça a tout enlevé, mais ça arrive que ce soit pas complètement parfait et aux yeux de Capture One, c'était pas encore assez parfait pour dire que c'est un outil définitif. Pour le moment, il est encore en version bêta, donc pensez toujours de contrôler quand même les poussières. S'il y en a qui traînent un petit peu à gauche, à droite, que ce soit avec une courbe solarisée ou avec un autre outil que vous utilisez d'habitude pour faire ça, et pensez toujours de recontrôler derrière pour être sûr que bien tout soit loin. Dans tous les cas, je trouve que pour le moment, l'outil marche déjà très bien et permet de gagner pas mal de temps. La seule chose que j'espère, c'est qu'à l'avenir, l'outil ira encore plus loin et permettra non seulement de nettoyer les problèmes du capteur, mais aussi sur le set. Ce serait un rêve en tant que photographe de produit. Je pense que ça permettrait de gagner énormément de temps. Le temps qu'on peut passer à retoucher ces poussières, c'est une horreur. On verra tout ça. En tout cas, pour le moment, c'est déjà une bonne avancée. Le deuxième outil, il se trouve soit dans le bouton importer, soit dans le bouton trier. Et en fait, ça rejoint un petit peu l'outil aperçu du groupe que l'on avait déjà dans les précédentes versions, qui est de nouveau basé sur de l'intelligence artificielle et qui permet de gagner du temps. Pareil ici, on est de nouveau sur de l'intelligence artificielle, un petit outil qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps sur notre processus de tri et d'importation des images. L'outil normalement devrait s'afficher chez vous aussi ici sur le haut de la visionneuse. Si c'est pas le cas, vous avez le bouton mise au point visage qui permet d'afficher ou masquer l'outil. Et sur la gauche, on a 2-3 petits réglages. Paramètres face focus ici, on peut choisir le niveau de zoom. Soit on peut afficher en fait l'œil en entier dans le carré, soit on peut cliquer ici sur visage et du coup ça va afficher le visage entier. Les yeux, c'est intéressant pour pouvoir contrôler la netteté sur les yeux, qu'on a une bonne netteté sur notre photo, alors que le visage lui sera intéressant pour contrôler l'expression ou par exemple sur des photos de mariage, si vous faites des photos de groupe, de bien pouvoir contrôler que tout le monde a les yeux ouverts. D'ailleurs, si vous êtes en train de vous dire mais pourquoi est-ce que c'est un tout minus carré en haut à gauche, c'est tout simplement pour ça, c'est que si vous avez des photos avec beaucoup de personnes dessus, vous aurez en fait toute la ligne qui sera remplie avec les différents visages présents sur la photo. Ce qui est plutôt intéressant, et si j'avais pas de photos de mariage pour vous faire la démo, mais ça veut dire que là vous en aurez par exemple une dizaine et que vous pourrez voir si tout le monde a les yeux ouverts ou pas, ou contrôler que tout le monde est bien net ou pas. Et ça, franchement, je trouve que c'est assez malin. D'ailleurs, petit truc, j'espère que cet outil sera un jour disponible aussi dans la visionneuse normale, parce que quand on shoot connecté, ça serait hyper cool d'avoir un endroit où on peut checker que la netteté est bonne sur l'œil. Je sais qu'il y a déjà un outil similaire dans Capture One qu'on peut rajouter ici dans la barre d'outils. Malheureusement, il va pas se fixer sur l'œil, comme c'est le cas ici. Mais bon, au moins, Capture One a maintenant un algorithme qui permet de reconnaître les visages et les yeux, et ça, c'est plutôt cool, et je pense que ça va laisser des belles opportunités pour la suite et pour les outils qui viendront dans de
prochaines moutures. Déjà là, franchement, je pense que pour ceux qui font du tri dans Capture One, ça va être un gros gain de temps. Entre l'affichage des JPEG intégré dans l'Hero qui a été maintenant intégré il y a quelques versions en arrière, plus la gestion des groupes pour reconnaître et trier les photos par groupe plutôt que une à une, et maintenant enfin le Face Focus, le tri dans Capture One, ça devient un truc qui est vraiment très intéressant et qui permet de gagner beaucoup de temps par rapport à d'autres logiciels qu'on peut trouver sur le marché. En tout cas, si je faisais encore du mariage, c'est qu'aujourd'hui, je pourrais clairement laisser tomber Photo Mécanique que j'utilisais à l'époque pour trier mes photos, parce que là, il y a toutes les fonctionnalités qui m'étaient nécessaires dans Photo Mécanique que je peux retrouver dans Capture One. La mise à jour suivante, il s'agit des Smart Adjustments ou ajustements intelligents en français. Il s'agit d'un outil qui est déjà là depuis quelques versions, mais qui a été bien amélioré dans celle-ci. Je sais plus si c'était en début d'année ou en fin d'année passée que ça a été intégré, mais là, vous allez voir qu'il y a quelques différences qui sont intéressantes. J'ai ici une photo qui fait partie, si je reviens dans le browser, on a donc toute une série où on voit que la balance des blancs et l'exposition, elle n'est pas forcément top sur toutes les photos. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser les ajustements intelligents pour m'aider. Je vais d'abord prendre une première photo, faire mes réglages dessus, ajuster l'exposition et puis un petit peu la balance des blancs. Et là, avec la balance des blancs et l'exposition corrigée, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus fidèle à la réalité. Je vais venir sur ajustement intelligent, cliquer sur définir comme référence et ensuite j'ai pour retourner ici dans mon navigateur, je vais sélectionner, pour le moment on va déjà prendre une ligne, hop, et on va faire appliquer. Et là, vous voyez qu'on a une exposition et une balance des blancs qui est relativement cohérente en toutes les images. Jusque là, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais ça n'a rien changé par rapport à ce que j'avais jusqu'à maintenant avec les ajustements intelligents. Pas tout à fait vrai, parce que la cohérence entre les images a été largement améliorée, donc vous devriez avoir des résultats un petit peu plus probants que ce que vous aviez auparavant, même si c'était déjà très bon avant. Là, ça devrait être meilleur. Autre chose aussi, et là, c'est plus intéressant si vous travaillez sur des lots d'images avec des scènes différentes, je pense notamment aux photographes de mariage, ou si vous faites de la mode en extérieur ou du portrait en extérieur et vous faites différents scénarios avec les mêmes modèles, ça va vraiment devenir intéressant. On va choisir toutes les photos. Vous voyez qu'ici, j'ai des scènes qui ont été prises toujours dans le même bâtiment, mais pas tout à fait la même lumière, pas tout à fait les mêmes tenues, donc on a un petit peu des différences. Et je vais faire appliquer. Et en fait, l'algorithme maintenant de ces ajustements intelligents a changé. C'est-à-dire qu'auparavant, ça prenait chaque image et ça comparait à la référence. On dit que maintenant, ce que Capture One va faire, c'est qu'il va essayer d'abord d'analyser s'il y a des lots d'images, donc par exemple des scènes différentes, et ensuite, en fonction des scènes différentes, faire des ajustements sur ces lots de manière à ce que chaque lot soit très cohérent, et ensuite que chacun des lots ait de la cohérence avec les autres. Donc ça, c'est plutôt malin, ce qui veut dire que si vous shootez sur des scènes différentes, vous devriez avoir une cohérence sur toutes les scènes et plus juste d'une image à l'autre avec du coup des variations sur la globalité. C'est peut-être un petit peu bizarre dit comme ça, mais si je prends 3 photos ici, vous voyez que la carnation, elle est vraiment très proche. Contraste, il y a des légères différences, forcément la lumière n'était pas pareille, donc on a l'impression que l'exposition n'est pas tout à fait égale, mais on a comme quelque chose qui est déjà très proche et éventuellement on peut apporter des corrections manuellement. Mais ça donne une très bonne base de travail. Perso, je suis assez bluffé du résultat. Autre chose aussi, ça existait déjà, mais je pense que c'est intéressant de vous le remontrer, on peut intégrer ces ajustements intelligents dans un style. Donc si par exemple je viens ici, prenons un style, j'aime toujours bien mon pack spectre, on va prendre un truc un petit peu plus froid, un petit peu bleuté, et ensuite ici je vais faire 3 petits points, enregistrer style personnalisé. Je vais choisir le calque parce que je veux avoir le style intégré. Je vais choisir ajustement intelligent. Par contre, je vais décocher exposition et balance des blancs parce que je veux pas qu'ils reprennent la même expo et la même balance des blancs. Je veux qu'ils utilisent les ajustements intelligents pour le faire. Je vais enregistrer. On va appeler ça Iron ajustement intelligent. Je vais prendre ensuite toutes mes photos. Donc là, je suis nouveau dans le navigateur. Je prends toutes les photos de la série. On va venir chercher Iron AI. Je clique dessus et si on retourne dans le navigateur, on voit que de nouveau, si on prend quelques photos des 3 séries, on a franchement une très bonne cohérence entre les différentes séries et ça m'a pris littéralement 20 secondes à faire. C'est absolument génial et c'est un outil que j'aurais tellement adoré avoir quand je faisais du mariage. Le gain de temps que ça m'aurait apporté, c'est juste monstrueux. Je pense que du coup, une bonne partie de ce que j'envoyais pour éditer, j'aurais pu le faire moi en quelques clics directement ici dans Capture One. En plus de ça, ce qui est génial avec ce nouvel outil, c'est que du coup, si vous avez différentes scènes, je pense encore une fois, l'exemple des mariages, c'est le plus facile à comprendre pour tout le monde. Si on prend un exemple en se disant, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas la mariée ou le marié sur toutes mes photos, par exemple pendant le cocktail ou pendant le repas le soir, ça va poser problème parce que du coup, les ajustements intelligents vont un petit peu patauger. Bah là, du coup, c'est plus du tout le cas parce qu'en fait, comme Capture One va aussi regarder pour qu'il y ait de la cohérence sur des scènes qui sont similaires, vraiment, il devrait comprendre en fait, par exemple, qu'il y a certaines photos qui sont prises à l'apéro ou au cocktail ou pendant la soirée, qui du coup, en fait, devraient être cohérentes entre elles. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est que du coup, sur chaque image, il va plus chercher le visage de la personne qui est dans la référence, mais par contre, à vraiment créer une cohérence sur une série, et donc là, ça va faire une énorme différence. S'il y en a parmi vous qui sont d'ailleurs photographes de mariage, je suis assez curieux d'avoir un retour de votre part sur cet outil-là, et surtout sur la nouvelle
mise à jour qui a été faite sur cet outil, parce que je pense que les ajustements intelligents pour un photographe de mariage, c'est juste un changement de vie presque, j'ai envie de dire. On passe à la mise à jour suivante. Alors c'est pas un truc énorme, et en même temps, vous allez voir que c'est plutôt cool. Perso, je l'attendais depuis un moment, et je suis très content que ce soit enfin arrivé. Si on va dans modifier les raccourcis, vous avez maintenant un troisième onglet. Alors oui, je sais, il porte le même nom que le premier, je pense que c'est un petit truc au niveau de la traduction, mais c'est pas très important, il est juste différent du premier. Dans cet onglet-là, vous avez accès à deux choses qui sont très intéressantes en termes de gain de temps. La première, c'est qu'on peut maintenant enfin appliquer un style avec un raccourci clavier. Donc si ici vous choisissez appliquer le style, choisir un style, donc vous venez, vous prenez par exemple, hop, on va prendre un Lotify Raw, je vais lui dire que j'aime bien le Movie Black Panther 2, et pour ça, je veux commande Alt majuscule B, on va faire OK, fermé, et si j'affiche cette photo en grand, je fais le raccourci clavier. Et ça applique instantanément mon style. Peut-être que certains l'auront remarqué, donc là j'ai pas coupé, c'est instantané. Et par rapport à quand on va dans style et qu'on choisit le style, c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait ici du coup il va pas faire un aperçu du style et ensuite l'appliquer, il va direct l'appliquer. Donc si vous voulez travailler vite et que vous avez l'habitude de travailler au clavier avec des raccourcis clavier, très bon moyen de gagner du temps. Si vous travaillez avec des styles sur un shoot et que vous voulez en tester plusieurs, ça peut être assez malin de faire des raccourcis clavier avec une ligne de touche ou un truc où vous avez juste à taper d'une touche à l'autre pour ensuite avoir des aperçus. Je pense que ça ira même plus vite que de défiler sur la liste de styles. Pour les photographes de mariage, de reportage qui utilisent pratiquement toujours le même style, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, en tout cas je sais que c'était mon cas quand je faisais du mariage, j'avais 3-4 styles que j'utilisais tout le temps. C'est assez cool parce que ça veut dire qu'avec un raccourci clavier, on peut passer du noir-blanc à de la couleur, on peut tester 2-3 styles pour voir ce qui marche, et ça franchement je pense que c'est un très très bon gain de temps. On nous évite d'aller voir à aller chercher dans l'interface et changer si on est en train d'ajuster une image et qu'on veut tester un autre style, de devoir aller dans style et changer. Autre chose qu'on peut encore faire ici dans modifier les raccourcis, c'est ajouter, éditer avec. Et là, on peut directement ouvrir une application externe à Photoshop à l'aide d'un raccourci clavier. On pense notamment à Photoshop, mais ça peut être d'autres choses. C'est qu'il y a pas mal de gens qui utilisent d'autres logiciels pour, par exemple, débruiter leurs photos, pour ajouter de la netteté ou autre. Commande Alt T, par exemple, même si Photoshop 1T, c'est bizarre. Commande Alt T et hop, ça me propose ici une petite boîte d'export. Et si je fais éditer les variantes, ça va me l'ouvrir dans Photoshop directement. Et enfin, une autre nouveauté, c'est qu'on a maintenant la possibilité d'avoir une synchro, ou en tout cas un lien avec Frame.io. Frame.io, à la base, c'est surtout pour la vidéo, ça permet en fait de mettre ses vidéos et ensuite d'avoir une collaboration avec d'autres personnes. Par exemple, le cas dont Para, ça veut dire que j'allais chez eux, on filmait, et ensuite quand je revenais chez moi, qu'ils avaient monté les vidéos, ils me mettaient les vidéos sur Frame.io, et moi je pouvais mettre des commentaires s'il y a des choses que je voulais couper, modifier, et ça c'est plutôt cool parce que du coup on peut collaborer à distance sur des vidéos, et c'est très facile à utiliser. Ce qui est encore mieux maintenant, c'est que du coup on peut, si on travaille sur des productions photos ou vidéos, aussi intégrer les photos qu'on va shooter depuis Capture One. Alors ici j'ai un exemple, vous voyez qu'il n'y a aucune photo dans ma collection. Si je fais Transfer Cloud, je peux dans Importer depuis, choisir Importer depuis Frame.io. Alors la première fois ça va vous demander de vous connecter, donc moi je suis déjà connecté, je vais prendre mon compte, ensuite on va sélectionner mon équipe, un test Capture One, ça va regarder s'il y a des photos, quand il les a repérées, il referme le truc. Là on peut choisir où on veut les importer, donc Frame.io il est déjà en dossier de capture, si c'est pas le cas je peux choisir ici un autre dossier. Je vais faire importer, le temps que ça télécharge depuis le web, et ensuite on doit avoir les photos qui s'affichent. Voilà les 4 photos, vous voyez que c'est des brutes, c'est des points nefs, donc les RAW de Nikon, ce qui est plutôt cool si vous travaillez avec un retoucheur, si vous êtes le photographe qui a le client et le retoucheur sur la même session frame, on peut partager les brutes avec le retoucheur qui lui ensuite va mettre des JPEG ou des PSD ou des TIFF sur frame quand il aura fait son travail dessus. Admettons ici que vous avez fait des ajustements et que vous souhaitez les republier sur frame, c'est pas très compliqué, vous faites clic droit, publier, et vous avez frame.io. On clique dessus, et à partir de là, on va retourner sur sélectionner le projet. On peut faire des stacks de versions, donc ça veut dire que plutôt que d'avoir des fichiers qui sont doublons, on peut les stacker avec des versions différentes. Ça, c'est aussi un truc qui est très bien avec Frame. Et ensuite, on peut choisir ici tous les réglages d'export. Je vais pas forcément le faire, je pense pas que c'est le but, mais vous voyez que le processus pour remettre des photos qui ont été traitées sur Frame est vraiment pas très compliqué. C'est un petit peu différent de Capture One Live, où Capture One Live, c'est vraiment, comme son nom l'indique, du live. Pendant qu'on shoot, le client peut avoir accès. Ici, Frame marche bien, mais c'est un abonnement à part, et je pense que ce sera surtout intéressant si vous êtes sur des productions qui sont mixtes avec de la vidéo. Si vous faites que de la photo, Capture One Live suffira amplement. Il y a certaines petites choses qui sont un petit peu différentes, qui manquent dans un ou dans l'autre, et donc les deux sont pas complètement équivalents. Perso, si vous êtes photographe, je vous conseille vraiment de rester sur Capture One Live, mais par contre, si vous faites de la vidéo aussi,
je pense que Frame.io peut aussi avoir de l'intérêt en plus de Capture One Live, même si pour moi ça va jamais remplacer Live, en tout cas pas pour le moment. Dans les autres nouveautés, mais que malheureusement je peux pas vous montrer, on a quelque chose qui va ravir les utilisateurs de Fujifilm. Si vous avez un X-T5, X-H2, X-H2S, vous allez maintenant pouvoir utiliser le mode Wi-Fi pour shooter connecté, plus forcément besoin de câbles. Autre chose que vous allez peut-être remarquer à l'utilisation, c'est que le temps de génération des aperçus devrait être plus rapide. Capture One annonce jusqu'à 27% de gains sur les bruts. Après, ça va dépendre un petit peu de votre configuration, du fichier brut et de la taille des aperçus que vous souhaitez générer, et jusqu'à 44% plus rapide sur les DNG. Ce gain en performance devrait aussi se répercuter sur le temps d'affichage des photos. Capture One annonce 19%, jusqu'à 19% plus rapide, donc vous devriez voir une petite différence, mais encore une fois, ça dépend de la taille de vos aperçus et de votre configuration. Autre nouveauté aussi, peut-être que vous l'avez vu si vous êtes allé sur la page des prix récemment de Capture One. Capture One a annoncé une nouvelle tarification qui est le All-in-One Bundle, qui comprend l'accès à l'application pour iPad, à Capture One Live, Capture One Pro, et qui arrivera cet été, Capture One pour iPhone. Je vous en reparlerai dès que ça sort prochainement, mais ça sera aussi disponible dans cet abonnement-là. Et en plus de ça, si vous prenez l'abonnement All-in-One, vous aurez aussi accès à un support plus rapide, donc un support premium avec une réponse normalement en moins de 12 heures. On a fait le tour des nouveautés, j'espère qu'il y a des nouveautés qui vous auront intéressé, que vous allez utiliser dans votre flux de travail au quotidien. Personnellement, ce que j'en retiens, c'est qu'on voit que Capture One va gentiment vers l'intelligence artificielle, et essaye vraiment aussi d'évoluer vers la mobilité, notamment avec l'iPad, le cloud, l'iPhone bientôt, et même si je pense qu'il y a certains qui vont venir réagir en disant que c'est que des petites mises à jour, des petits trucs, réellement si vous utilisez ce qui a été implémenté sur cette version et la version précédente de Capture One, vous allez vous rendre compte qu'en termes d'efficacité de votre flux de travail, il y a quand même une très grosse différence. Alors peut-être que certains iront dire que c'est plutôt destiné aux pros. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où vraiment le fait de gagner du temps, ça vous permet aussi de shooter plus, passer moins de temps à bricoler des choses qui sont pas intéressantes. Qui c'est qui a envie d'aller matcher des expositions en 2 photos? Personne. Je pense que c'est là où justement les nouveaux outils de Capture One sont vraiment intéressants. C'est qu'ils nous laissent pleinement le contrôle sur nos images, mais nous permettent d'enlever tout ce qui est pénible et qui est redondant à faire. Et pour ça, je suis plutôt content de voir que contrairement à d'autres développeurs de logiciels, ils partent pas sur des trucs d'intelligence artificielle qui font juste péter internet en deux, où les gens sont oh waouh, t'as vu tout ce qu'on peut faire, on peut mettre des étoiles, un ciel et des trucs chelous partout. C'est pas du tout le cas. Ici on a vraiment un truc qui va servir les photographes dans leur travail au quotidien, et franchement merci Capture One pour ça. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore eu l'occasion de tester Capture One, je vous laisse un petit lien juste en dessous dans la description. Ça vous permettra de télécharger une version d'évaluation si vous le souhaitez, ou aussi d'avoir 20% de remise sur votre premier abonnement annuel. C'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous retrouve tout bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. À bientôt. Ciao.